Regardez une carte du monde et vous verrez un géant. Un pays de 1,4 milliard d'habitants, la plus grande flotte navale de la planète, des villes entières qui surgissent du sol en quelques mois. Face à ce spectacle, la conclusion semble évidente. L'Orient monte, l'Occident décline et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je vous propose d'oublier la carte. Oubliez la taille. Concentrons-nous sur un seul indicateur, l'efficacité. Parce que si l'on ouvre les livres de comptes, le dragon rouge n'est pas simplement en difficulté. Il est surpassé de manière presque embarrassante par une simple bande côtière sur la façade ouest de l'Amérique. La Californie, un état de surfeurs et de rêveurs. Son produit intérieur brut atteint 3,9 000 milliards de dollars. En face, l'Empire du Milieu affiche 18 000 milliards. À première vue, l'avantage semble écrasant. Sauf qu'il faut 1,4 milliard de personnes pour atteindre ce chiffre. La Californie y parvient avec 39 millions d'habitants. Autrement dit, un seul Californien produit autant de richesses économiques que 35 citoyens chinois réunis. Et c'est précisément cette énigme que nous allons résoudre ensemble. Comment une civilisation qui fabrique tout, de vos chaussures à votre téléphone, échoue-t-elle à rivaliser en efficacité avec un État qui produit essentiellement du logiciel et du cinéma? La réponse ne tient pas en un seul mot. Elle remonte à une décision prise il y a près de 600 ans, et elle se lie dans le destin d'un homme que vous connaissez peut-être. Hui Kaiyan. Il y a 5 ans encore, cet homme incarnait le miracle économique chinois. Fondateur d'Evergrande, il était l'homme le plus riche d'Asie, arborant une ceinture en or Hermès lors des rassemblements officiels. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Son empire s'est transformé en un cratère de 300 milliards de dollars de dettes, et les milliers de tours qu'il a fait construire se dressent vides, rongées par l'humidité. Son parcours révèle ce que les gros titres ne vous diront jamais. La puissance chinoise n'est pas une superpuissance. C'est un schéma pyramidal déguisé en miracle économique. Un édifice bâti sur le volume, jamais sur la valeur. Et pour comprendre cette faille fatale, il faut remonter bien avant l'ère moderne. Nous sommes en 1405, des décennies avant que Christophe Colomb ne songe même à prendre la mer. Un homme du nom de l'amiral Zheng He commande déjà les océans. Sa flotte au trésor compte plus de 300 navires, certains mesurant jusqu'à 122 mètres de long, transportant des milliers de marins, des girafes d'Afrique et de l'or des Indes. En comparaison, la Santa Maria de Colomb ne fait que 26 mètres. À cette époque, l'Empire possède la technologie, les ressources et la main-d'œuvre nécessaires pour coloniser le monde. Il aurait pu atteindre l'Amérique. Il aurait pu contrôler les routes commerciales européennes. Il aurait pu devenir l'Empire britannique 4 siècles avant l'heure. Mais il ne l'a pas fait. En 1433, l'empereur prend une décision dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Il observe la classe marchande, ces hommes qui s'enrichissent grâce au commerce, et il prend peur. Des marchands riches sont des marchands difficiles à contrôler. Ils ont leur propre pouvoir, leurs propres idées. Alors l'empereur ordonne l'arrêt des voyages. Il fait détruire la flotte. Il fait brûler les plans de construction. Bâtir un navire de plus de 2 mâts devient passible de la peine capitale. L'Empire choisit le contrôle plutôt que la croissance. Il préfère régner sur un jardin clos plutôt que de rivaliser en pleine mer. Vous pourriez penser que cette histoire ancienne n'a aucun rapport avec les véhicules électriques ou l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Pourtant, elle a tout à voir avec la situation actuelle. Parce qu'en octobre 2020, le Parti communiste a reproduit exactement le même geste. Il a de nouveau brûlé la flotte. Mais cette fois, l'amiral ne s'appelait pas Zheng He. Il s'appelait Jack Ma. Si vous suiviez l'actualité dans les années 2000, Jack Ma était le visage de la nouvelle Chine. Ancien professeur d'anglais, devenu fondateur d'Alibaba, un géant du commerce en ligne rivalisant avec Amazon. Il était charismatique, innovant, la preuve vivante que l'Empire du Milieu pouvait faire bien plus qu'assembler des jouets en plastique. Le 24 octobre 2020, lors du sommet du Bund à Shanghai, il commet l'erreur fatale. Face aux banquiers et régulateurs les plus puissants du pays, il dit la vérité. Il critique les banques d'État, les compare à des boutiques qui ne prêtent qu'à ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Il accuse les régulateurs d'étouffer l'innovation. Un moment de liberté d'expression à la californienne. La réaction est fulgurante. 2 jours plus tard, il est convoqué par les autorités. L'introduction en bourse de sa société financière Ant Group, qui devait être la plus importante de l'histoire, est annulée du jour au lendemain. Et Jack Ma disparaît. L'homme le plus célèbre du pays s'évanouit de la vie publique pendant 3 mois. Quand il réapparaît enfin, c'est un homme changé, plus silencieux, brisé. Pourquoi un pays en quête désespérée de croissance économique détruirait-il son entrepreneur le plus brillant et effacerait-il 300 milliards de dollars de valeur en une nuit?
Parce que dans ce système, les banques ne sont pas des entreprises. Elles sont le portefeuille du parti. Elles existent pour financer les projets politiques du gouvernement, les ponts qui ne mènent nulle part, les trains à grande vitesse déficitaire, les stades monumentaux. La société de Jack Ma utilisait la technologie pour prêter de l'argent plus efficacement que les banques d'État. Il n'était pas qu'un concurrent. Il représentait une menace existentielle pour le contrôle du parti sur la monnaie. Alors, exactement comme l'empereur en 1433, le pouvoir a craqué l'allumette et brûlé la flotte moderne pour sauver la bureaucratie. Et c'est là que le rêve de superpuissance s'effondre. Parce qu'on ne peut pas construire une Silicon Valley si l'on fait disparaître son Steve Jobs à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais la gangrène va bien plus loin qu'un seul homme. Prenez n'importe quel objet chez vous et retournez-le. Vous lirez probablement ces trois mots fabriqués en Chine. Cette étiquette est l'encre psychologique de la puissance perçue de l'Empire du Milieu. Elle nous convainc que sans cette usine planétaire, le monde s'arrête. Mais si vous prenez votre téléphone et que vous regardez de plus près, une inscription bien plus révélatrice apparaît, conçue en Californie, assemblée en Chine. La réalité, c'est que l'Empire du Milieu n'est pas l'usine du monde. C'est l'établi d'assemblage du monde. Faites l'autopsie de votre smartphone. L'écran vient probablement de Corée du Sud. Le verre est fabriqué par une entreprise américaine. Les capteurs photos sont japonais. La puce, le cerveau de l'appareil, arrive de Taïwan ou repose sur des brevets américains. Et la Chine dans tout cela? Elle emboîte les pièces. Elle effectue le travail à faible qualification, à faible salaire et à forte pollution. Les chiffres sont impitoyables. Sur un smartphone vendu 1 000 $, la part captée par les usines chinoises se situe entre 10 et 20 $. Le pays récupère l'air pollué, les ouvriers épuisés et une poignée de billets. La Californie empoche la propriété intellectuelle, la valeur de marque et les 400 $ de marge bénéficiaire. Vue de loin, la production chinoise ressemble à un géant grâce au volume colossal de marchandises quittant ses ports. Mais de près, ce sont des milliers de petites entreprises à faible valeur ajoutée, empilées les unes sur les autres, se battant pour des centimes pendant que la vraie richesse repart vers l'Occident. Ce constat soulève alors une question mathématique fondamentale. Si les marges sur la fabrication sont si minces, comment le pays affiche-t-il un produit intérieur brut de 18 000 milliards de dollars? D'où vient toute cette richesse apparente? La réponse constitue la deuxième partie du mirage. Ils ont cessé de fabriquer des produits et se sont mis à couler du béton. À 2 heures de route de presque toutes les grandes métropoles chinoises, vous tomberez sur des forêts de tours résidentielles de 30-40 étages, achevées, peintes, aménagées et totalement vides. On les appelle les villes fantômes. Mais ce ne sont pas des erreurs. C'est le moteur même de l'économie. Le pays a construit plus de 600 millions de bâtiments permanents, assez de superficie pour loger la totalité de la population mondiale. Pourtant, des dizaines de millions de ces appartements ne verront jamais une lumière s'allumer à l'intérieur. La raison est simple, la construction n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. Elle obéit à des objectifs politiques. Les responsables locaux sont promus en fonction de la croissance du PIB. Et le moyen le plus rapide de gonfler artificiellement cette croissance, c'est d'emprunter auprès d'une banque d'État et de bâtir un gratte-ciel. Peu importe que personne ne l'achète. Peu importe qu'il pourrisse sous la pluie. Dès que le béton est coulé, il est comptabilisé comme richesse produite. Dans une économie normale, ces promoteurs feraient faillite. La bulle éclaterait. Mais ici, le gouvernement interdit à la bulle d'éclater. Il continue de prêter aux entreprises défaillantes pour les maintenir en activité. Le coût de ce déni est vertigineux. Selon les estimations récentes, la valeur totale des logements invendus et des projets inachevés atteint 13 000 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus que le PIB de l'Allemagne, du Japon et de l'Inde réunis. C'est 10 fois la taille de l'économie mexicaine tout entière. 13 000 milliards de dollars transformés en piles de briques qui ne rapportent rien. Ce n'est pas un ralentissement. C'est un effondrement en cours. Le pays a troqué son avenir contre du ciment. Et le plus tragique, c'est qu'il n'y a plus personne pour habiter ces logements, même s'ils étaient terminés. Parce que pendant qu'on construisait des crèches vides, on a oublié de faire des enfants. Si vous parcourez les rues de Pékin aujourd'hui, vous croiserez un phénomène qui terrifie le pouvoir bien plus que n'importe quel porte-avions américain. On l'appelle Tangping, ce qui signifie rester allongé. Imaginez un jeune homme de 25 ans, diplômé, intelligent. Au lieu de travailler de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine, pour construire le rêve national, il a tout simplement arrêté. Il refuse d'acheter un logement. Il refuse de se marier. Il refuse d'avoir des enfants. Il fait juste assez pour survivre et rien de plus. Pourquoi? Parce qu'il est victime d'un piège mathématique hérité de la politique de l'enfant unique.
En tant que fils unique, il est seul responsable de ses deux parents vieillissants. Et comme ses parents étaient eux aussi probablement enfants uniques, il porte potentiellement sur ses épaules la charge de quatre grands-parents. Un seul jeune homme, six personnes âgées dépendantes. Il regarde les chiffres, il comprend que le jeu est truqué. Aucun effort ne suffira jamais à assumer ce fardeau. Alors il se couche. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est le destin démographique de toute une nation. L'ingénierie sociale du passé a créé un déséquilibre catastrophique entre les genres. Chez les adolescents de 15 à 19 ans, on compte environ 115 garçons pour 100 filles. Ce chiffre apparemment anodin signifie concrètement que des millions de jeunes hommes sont mathématiquement condamnés à ne jamais fonder de famille. Ils seront les derniers de leur lignée. On peut imposer des quotas de production industrielle, mais on ne peut pas décréter la biologie. Quand on traite les êtres humains comme des chiffres sur un tableur, les chiffres finissent par se rebeller. D'ici 2050, le pays pourrait perdre 200 millions d'adultes en âge de travailler. C'est l'équivalent de toute la population du Brésil qui s'évapore de la force de travail. Or, une superpuissance a besoin d'une population active, robuste et en bonne santé pour faire tourner ses usines et maintenir sa puissance. Le système de santé croule déjà sous le poids de 300 millions de personnes âgées. Qui va s'occuper d'elles? En Occident, l'immigration et la fratrie partagent la charge. Dans un pays où toute une génération n'a ni frère ni sœur, la question reste sans réponse. On ne peut pas prétendre être l'atelier du monde quand la moitié de la population est en fauteuil roulant et que l'autre moitié est occupée à le pousser. Ce qui nous ramène au cœur du paradoxe. Si cette grande puissance est en déclin, pourquoi la Californie, qui fait face elle aussi à des coûts élevés et à une population vieillissante, continue-t-elle d'innover? La réponse tient en un mot, l'écosystème. On ne construit pas l'innovation avec du béton. On peut ériger un parc technologique à Pékin, le remplir d'ordinateurs et ordonner aux gens d'inventer. Mais cela ne marchera pas. L'innovation exige le désordre. Elle exige la confiance. Dans la Silicon Valley, sur Sand Hill Road, vous trouvez un mélange chaotique de capital risqueurs, d'avocats, de décrocheurs scolaires et d'immigrants. Les gens échouent en permanence. Ils se font renvoyer. Ils recommencent. Mais dans un système autoritaire, l'échec est dangereux. Si vous ratez, vous perdez votre crédit social. Si vous réussissez trop bien, comme Jack Ma, vous disparaissez. Le système californien est impitoyable. Il broie les individus pour en extraire des diamants. Ce n'est pas un paradis. Mais cette efficacité chaotique est quelque chose qu'un État autoritaire ne pourra jamais reproduire. Le pouvoir veut le silicium, mais il craint la vallée. Il veut la croissance, mais il redoute la liberté qui la génère. Et cette peur est le plafond. C'est la raison pour laquelle le pays reste bloqué. Il a construit le matériel d'une superpuissance, mais il fait tourner le logiciel d'une dictature. Et ce logiciel a planté. Pour conclure cet examen, observons un dernier exemple, celui de deux destins croisés. Nous avons parlé de Jack Ma, l'homme que le système a brisé. Regardons maintenant Jensen Huang. Né à Taïwan, arrivé en Amérique enfant, il fonde sa société dans un petit restaurant en Californie. Cette société, c'est Nvidia. En 2024, Nvidia à elle seule vaut plus que le PIB de la plupart des pays du G7. Jensen Huang est audacieux, puissant, et il contrôle la ressource la plus stratégique de notre époque, les puces d'intelligence artificielle. Si Jensen Huang était resté dans l'Est, s'il avait tenté de bâtir Nvidia à Shenzhen plutôt qu'à Santa Clara, l'histoire nous dit exactement ce qui se serait passé. Au moment où il serait devenu plus influent que le secrétaire local du parti, il aurait été convoqué. Ses chaînes d'approvisionnement auraient été nationalisées. Sa parole aurait été censurée. Il aurait fini comme Jack Ma, silencieux, brisé et sans importance. Et c'est tout le paradoxe résumé en une image. La Californie est chère. Elle a ses sans-abri, sa criminalité, son chaos. Mais ce chaos permet à un Jensen Huang d'exister. En face, on vous offre l'ordre, les trains rapides et les rues propres. Mais le prix de cet ordre, c'est qu'un Jensen Huang ne peut pas y naître. Et les chiffres tranchent sans appel. Nous avons commencé avec un nombre impressionnant, 1,4 milliard d'habitants. Nous terminons avec un autre, 35. Un seul Californien produit autant qu'une trentaine de citoyens de l'Empire du Milieu. Ce n'est pas une marge d'erreur, c'est une déroute. Tant que la compétition oppose l'innovation à la réplication, le tigre de papier ne deviendra jamais un vrai dragon. Le pays restera une grande puissance, une immense usine régionale dotée d'une armée redoutable. Mais une superpuissance, une nation qui façonne l'avenir de l'humanité, cela exige la seule chose que le système en place ne pourra jamais accorder, la liberté. Le verdict de cet examen est sans ambiguïté. Le rattrapage de l'Occident n'aura pas lieu.
La démographie, la dette et l'efficacité rendent cela impossible. Le seul pays capable de détruire la superpuissance américaine, c'est l'Amérique elle-même. Nous observons en ce moment l'Occident débattre de l'abandon du modèle même qui fait sa force. On flirte avec le protectionnisme, l'isolationnisme, le contrôle étatique. On est tenté de copier le modèle oriental précisément au moment où celui-ci s'effondre. Sommes-nous sur le point de commettre la même erreur que l'empereur de 1433? Sommes-nous sur le point de brûler nos propres navires? C'est la question qui reste ouverte. Et la réponse pourrait bien définir le siècle à venir.